Le deuxième était le... Nicolas Bay, bonjour. Merci d'être ici avec nous. Merci d'être avec nous ici et sur France Info. Vous êtes le tout nouveau vice-président du parti Reconquête. Alors d'abord, quelle est la vision de la démocratie pour Éric Zemmour? Vous avez 4 minutes et pas une seconde de plus. Très bien. Merci tout d'abord de votre accueil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, c'est un plaisir pour moi de venir parler, débattre avec vous. J'en profite pour vous prier d'excuser l'absence d'Éric Zemmour, retenu par un agenda de campagne très chargé, et il m'a demandé donc de venir le représenter devant vous. Les questions démocratiques sont absolument fondamentales et on ne peut pas faire l'économie d'un vrai débat sur la démocratie, sur l'organisation institutionnelle de la France et sur la manière dont notre démocratie fonctionne aujourd'hui à 50 jours de l'élection présidentielle. On a vu tout au long de ces dernières années, pendant 5 ans, finalement une démocratie française profondément malade. Une démocratie représentative qui fonctionne mal et une démocratie directe qui n'existe pas. Ça, c'est le constat. Il y a donc une nécessité, si on veut réconcilier les Françaises et les Français avec la vie publique, si on veut restaurer la confiance dans la parole publique, eh bien, ça nécessite une réflexion en profondeur et sans doute des mesures importantes et des mesures d'envergure, parce qu'on voit bien aujourd'hui que scrutin après scrutin, eh bien, de plus en plus de Français se détournent du processus électoral. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que aller voter ou ne pas aller voter, finalement, ne change absolument rien. Et ils ont aussi le sentiment que les différents courants politiques, les différentes formations, les différents responsables politiques se suivent, mais sans que ça change radicalement ni les grandes orientations politiques, ni leur quotidien. Par conséquent, il faut, je pense, porter une attention particulière. C'est ce que n'a pas fait d'ailleurs le président de la République pendant 5 ans, puisque la crise des Gilets jaunes, on s'en souvient, les manifestations de Gilets jaunes, eh bien, elles ont été réprimées avec beaucoup de fermeté. Et même si, bien sûr, il est important que l'ordre républicain soit respecté, on ne peut pas rester sourd aux préoccupations qui ont été exprimées, notamment sur le pouvoir d'achat et notamment sur la fracture territoriale et sur la fracture démocratique. Je sais que le CESE travaille beaucoup sur ces sujets. Je suis moi-même conseiller régional en Normandie et j'ai l'occasion de débattre et d'évoquer ces questions fondamentales, notamment avec les membres du Césaire. Et évidemment, il faut apporter des vraies réponses. Alors, très rapidement, je sais qu'on va évoquer différents thèmes, mais la démocratie directe, eh bien, il faut qu'elle soit restaurée, qu'elle existe enfin. Et donc, par conséquent, ce que propose Éric Zemmour, c'est que sur un certain nombre de grands sujets, pas sur des sujets secondaires, pas sur le quinquennat, comme ça avait été fait il y a maintenant quelques années, sur des sujets fondamentaux, par exemple la politique migratoire de la France, eh bien, il est normal que les Françaises et les Français puissent s'exprimer par référendum. Ça donne évidemment ensuite à leur décision un poids, une autorité, une légitimité supérieure dans la pratique à la loi adoptée par l'Assemblée nationale. Donc c'est évidemment très important de restaurer des mécanismes de démocratie directe. Référendum à l'initiative de l'exécutif, mais également référendum d'initiative citoyenne ou populaire qui permet à nos compatriotes, sur des sujets importants, de se saisir d'un dossier et s'ils sont suffisamment nombreux, il reste à définir le seuil. Est-ce que c'est 500 000? Est-ce que c'est 700 000? Est-ce que c'est 1 million? Ça peut bien sûr faire l'objet d'un débat, mais que les Français puissent se saisir d'un sujet majeur et se faire entendre. Et puis la démocratie représentative, tout le monde comprend bien aujourd'hui que le mode de scrutin majoritaire, exclusivement majoritaire, eh bien, aboutit à la fois à une pratique du pouvoir un peu sectaire, qui ne tient pas compte de l'opinion publique, qui ne tient même pas compte des minorités présentes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il y a une forme de lassitude, d'écœurement, dont la conséquence est notamment les Français qui se détournent des urnes. Bien sûr que la crise sanitaire explique en partie la faible participation aux scrutins locaux, municipaux de 2020, départementaux et régionaux de 2021. Mais tout le monde comprend bien et tous les responsables doivent être sensibles au fait que ça n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est évidemment qu'ils ont le sentiment de l'inutilité de leur vote. Et ça, c'est très grave. 4 minutes et 7 secondes précisément, Nicolas Bay. Alors ici, on est donc au Conseil économique, social et environnemental qui compte en temps normal 175 membres. Alors, on a accueilli plusieurs candidats ou des représentants de candidats. Il y avait un hémicycle bien plus garni, il y avait beaucoup plus de monde. Est-ce que vous avez un commentaire à faire?
Sur la composition de l'hémicycle, non, j'ai pas de commentaire à faire. Sur les présents, en tout cas. Sur les présents, je remercie d'abord ceux qui sont présents de l'être, et je comprends parfaitement que tout le monde ne puisse pas être présent. Je n'ignore pas que, comme dans tous les hémicycles, c'est le cas au Parlement européen où je siège, c'est le cas au Conseil régional où je siège également, il y a un certain nombre de restrictions qui ont été mises en œuvre pour des motifs sanitaires. Il y a les agendas, mais est-ce qu'il y avait aussi l'envie d'être présent? Oui, peut-être. Écoutez, j'en sais rien. Chacun est libre, hein, vous savez. Chacun est libre d'être présent ou pas, de participer au débat. Quand on ne participe pas à un débat, par définition, on ne peut pas se plaindre ensuite si ce qu'il en ressort ne correspond pas à ce qui nous intéresse. Mais moi, je remercie ceux qui sont présents. Je suis prêt à débattre avec tout le monde. J'ai l'habitude dans le combat politique, et Éric Zemmour a un goût particulier, je pense, pour la confrontation des idées et des opinions, pour réhabiliter le débat politique au sens noble du terme. Il le fait depuis longtemps dans les médias. Aujourd'hui, il le fait dans le cadre politique. Et je crois que c'est très important parce que lorsqu'il n'y a plus de vraie confrontation des idées, pas simplement des programmes et des mesures techniques, mais quand il n'y a plus de confrontation de philosophie politique, eh bien, c'est la démocratie qui s'éteint. Alors, ils vont vous poser des questions, justement, ces membres du CESE qui sont des représentants des corps intermédiaires, hein, des syndicalistes, des bénévoles dans des associations, des chefs d'entreprise. Mais d'abord, moi, j'ai 2-3 petites questions à vous poser en ce qui concerne les parrainages. Il les a obtenus, Éric Zemmour, les 500 parrainages? Pas encore, mais c'est en bonne voie. Nous sommes ce soir confiants. Il y en a 415 qui ont été enregistrés, validés par le Conseil constitutionnel. Toutes nos équipes sont mobilisées, y compris Éric Zemmour lui-même, y compris un certain nombre des dirigeants de Reconquête, pour aller chercher l'ensemble des paraphes qui sont nécessaires. Il en va de la démocratie, et évidemment. Je suis confiant dans le fait que Éric Zemmour obtienne les 500 parrainages nécessaires, mais j'espère aussi de tout cœur que l'ensemble des candidats, et notamment ceux qui représentent une part importante de l'opinion, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, comme Marine Le Pen, j'imagine, l'obtiennent également, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Vous lancez un appel aux élus? Oui, je pense que c'est important. Je comprends, pour avoir eu beaucoup de maires au téléphone encore ces derniers jours, je comprends parfaitement que c'est une responsabilité qui parfois les irrite un peu, parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur demande de jouer, notamment les maires des petites communes rurales, qui, par définition, n'ont pas d'étiquette partisane, considèrent même qu'il n'est pas utile de politiser leur fonction, parce que ça contribue souvent dans un village à créer des tensions parfaitement inutiles. Et donc, ils ont le sentiment qu'on leur fait jouer un rôle politique qui est normalement pas le leur. Mais en même temps, c'est important pour faire vivre la démocratie. Cette règle existe, elle est sans doute très critiquable. Il faudrait sans doute mettre en place, à minima, un mécanisme d'anonymisation des parrainages. Mais puisque la règle n'a pas été modifiée, ça fait partie des très nombreux sujets qui viennent de manière récurrente tous les 5 ans, eh bien, il faut évidemment que tous ceux qui sont attachés à la démocratie parrainent des candidats pour que le débat démocratique ait lieu dans des conditions normales pour les élections du 10 et du 24 avril. Nicolas Bay, est-ce qu'Éric Zemmour est un démocrate pur sang? Oui, bien sûr, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il est un démocrate, il est attaché à la démocratie, il est attaché au cadre républicain, mais il défend la République française. La République, ça n'est pas une notion abstraite. Il y a toutes sortes de républiques, y compris d'ailleurs des républiques très critiquables à travers le monde, des régimes qui sont des républiques mais qui ne sont pas nécessairement des démocraties, qui ne sont pas nécessairement des espaces de liberté. Donc ce que nous défendons, ce n'est pas la République, c'est la République française qui a ses spécificités et qui puise ses racines dans l'ensemble de notre héritage, de notre patrimoine, de notre culture, de notre civilisation. La République française, pour dire les choses simplement, elle n'est pas née en 1789. En réalité, la France, c'est une réalité historique bien plus ancienne. Et aujourd'hui, nous sommes très attachés, en revanche, au cadre républicain, au cadre institutionnel républicain. Alors, je vous pose la question parce que quand on regarde le programme d'Éric Zemmour, j'y suis encore allé ce matin, alors effectivement, il y a beaucoup de propositions sur plusieurs thématiques, que ce soit l'école, la sécurité, l'Europe, l'immigration. En revanche, quasiment rien sur les institutions. Eh bien, d'abord, le programme n'a pas encore été dévoilé de manière complète. Nous sommes, ça ne vous a pas échappé, encore à près de 2 mois du scrutin, et donc Éric Zemmour a l'occasion de développer d'autres aspects de son projet auprès de nos compatriotes, que ce soit dans les médias, que ce soit à l'occasion de réunions publiques. Donc le programme tel qu'il figure et tel que vous l'avez consulté sur le site internet du candidat n'est pas encore le programme exhaustif. Vous allez peut-être pouvoir nous dévoiler quelques exclusivités. Alors écoutez, allez-y, je vous écoute. Alors, on vous écoute. J'ai eu l'occasion de l'évoquer dans mon propos liminaire. En effet, il faut restaurer la démocratie. Et la première chose, c'est avoir une démocratie représentative qui fonctionne avec
au moins une part importante de proportionnel, une démocratie directe, référendum d'initiative populaire et référendum à l'initiative de l'exécutif, mais il faut aller bien au-delà. Vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, oui, voilà, c'est pour ça que je le rappelle, parce que c'est absolument fondamental. Mais au-delà, eh bien, il faut aussi que la démocratie locale fonctionne. Je sais que le CESE porte une attention particulière à la vie des territoires, et c'est très important. Vous voulez proportionnel, vous voulez plus de proportionnel, mais est-ce qu'il faut conserver une majorité à l'Assemblée nationale, par exemple? On peut très bien avoir un mécanisme qui, à la fois proportionnel avec une prime majoritaire, par exemple, qui évite l'instabilité qui caractérisait la 4ème République, qui assure une majorité absolue en siège, mais qui permet une représentation convenable de toutes les expressions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié des Français qui ne sont pas ou quasiment pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc c'est le signe d'une démocratie malade. Mais ce qui est très important aussi, c'est de rétablir une vraie démocratie locale, une démocratie de proximité. La décentralisation, telle qu'elle a été menée par étapes successives depuis 1956, puis principalement depuis 1982, eh bien, initialement, l'idée initiale, c'était rapprocher les citoyens des centres de décision, donner de la lisibilité à notre organisation institutionnelle territoriale. Et aujourd'hui, on voit bien que ils ont totalement échoué dans cet objectif, puisque aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à qui fait quoi. Il y a des doublons dans les compétences, des enchevêtrements dans les financements qui aboutissent à ce que les Français ne savent pas exactement qui est responsable de quoi. Donc on a un millefeuille territorial, mais c'est très important, communes, les intercommunalités, les départements, les régions, qui d'ailleurs ont été dépouillés d'une partie de leurs ressources propres, de leur autonomie fiscale, ce qui pose un vrai problème, l'État et l'Union européenne. À la fin, lorsque plus personne ne sait qui fait quoi, qu'il y a une espèce de flou, ça contribue aussi à la défiance à l'égard de l'action publique. Est-ce que je devrais changer de prénom à la fin du quinquennat Zemmour? Non, il n'en est absolument pas question. Ou est-ce que mes enfants, d'ici la fin du quinquennat Zemmour, devront porter un prénom français? Je pense qu'Éric Zemmour a posé une vraie question importante. Vous n'ignorez pas qu'il y a quelques décennies encore... Oui, mais c'est très important. Il y a quelques décennies. Moi, je vous parle de l'avenir. Est-ce qu'à la fin du quinquennat Zemmour, il va y avoir cette obligation de donner un prénom français à sa fille ou son garçon? Oui ou non? Il a posé un... Non, il ne souhaite pas donner un caractère coercitif à cette question. En revanche, il a posé une vraie question, qui est la question de l'assimilation. On voit bien aujourd'hui qu'il y a en France des populations arrivées au cours des dernières décennies à qui on n'a pas demandé l'effort d'assimilation et qui n'ont pas fait cet effort d'assimilation, et ça provoque du communautarisme. Ce communautarisme a fait le lit d'un certain nombre d'idéologies, d'un islam politique sur notre sol, et ça aboutit quand même à des quartiers entiers qui aujourd'hui sont entre les mains de ces communautés, parfois radicalisées. Ça aboutit, il faut bien le dire, à des actes terroristes sur notre sol. Si la France a été le pays européen le plus durement touché, ensanglanté et endeuillé par les attentats islamistes, c'est parce que nous avons subi une immigration de masse sans le processus d'assimilation. On ne peut pas faire l'économie de ce débat dans la campagne présidentielle. Mohamed ou Fatoumata. Non, mais je pense qu'il ne faut pas prendre cette question avec légèreté. Je la prends avec beaucoup de sérieux. Personne ne peut nier qu'il y a un problème avec le fondamentalisme islamiste en France. Personne ne peut le nier. Simplement, la question que je me pose, c'est qu'on a le sentiment que chez Éric Zemmour, c'est le problème numéro un. Que la question de la désindustrialisation, que la baisse du niveau à l'école, la difficulté à boucler ses fins de mois, le réchauffement climatique, on a l'impression que tous ces problèmes-là sont des problèmes secondaires, accessoires. Vous savez, l'action politique, ça consiste à définir les grands enjeux et les priorités. Donc tous ces sujets-là sont très importants. Et Éric Zemmour, tout au long de la campagne, il continuera à le faire pendant encore 2 mois. Et nous, à ses côtés, eh bien, il développera un projet complet sur tous ces sujets qui sont très importants. Il a largement évoqué, d'ailleurs, les questions d'énergie, on y reviendra peut-être tout à l'heure. L'école, également, il en a beaucoup parlé. Mais l'enjeu de la défense et de la préservation de notre identité et de la survie de la nation française et du peuple français, c'est un enjeu supérieur. Quand aujourd'hui, et les Français sont lucides sur cette question, une récente enquête a montré que 67% des Français considèrent qu'il y a un phénomène, un processus de grand remplacement, ou que cela représente une menace sérieuse. Là aussi, on ne peut pas l'ignorer et le balayer d'un revers de main. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a aujourd'hui des quartiers entiers, mais pas seulement des quartiers entiers, des villes entières et même quelques départements où la population française historique souvent a fini par partir parce qu'il y a une population étrangère arrivée au cours des dernières décennies, eh bien, qui s'est imposée. Donc on assiste à une substitution de population. C'est un phénomène extrêmement grave qui met en péril la cohésion nationale. Est-ce qu'on peut recréer une démocratie saine et une cohésion nationale autour de ce seul thème? Mais il ne s'agit pas de parler que de ce sujet-là.
Il s'agit de considérer, simplement de dire c'est un thème prioritaire. que ce sujet est fondamental. Prioritaire. Voilà. Oui, bien sûr, fondamental. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants. On a commencé à parler de démocratie, on va avoir l'occasion de parler de beaucoup d'autres sujets. Évidemment, on a tous à l'esprit la crise ukrainienne et les enjeux géopolitiques majeurs auxquels nous sommes confrontés. Tout ça, ce sont des sujets fondamentaux. Il y a d'autres candidats qui sont venus parler de l'Ukraine d'abord, c'est la différence. Oui, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit directement de la compétence du Conseil économique et social et environnemental, si vous me permettez. Donc, non, je ne voulais pas faire un l'Ukraine est une démocratie menacée. Si vous voulez qu'on parle de l'Ukraine, on peut en parler avec plaisir. On en parler plus tard, peut-être. Mais on va d'abord passer aux conseillers qui ont beaucoup de questions à vous poser. Place maintenant aux questions. Les conseillers du CESE qui se sont réunis, Nicolas Bay, pour élaborer et tirer au sort des questions pour vous les poser au nom de l'institution et non pas en leur nom propre. Je le précise, vous avez devant vous 3 conseillers du Conseil économique, social et environnemental et un des citoyens qui travaille avec eux sur la question de l'engagement des jeunes. Ils ont tous été tirés au sort. Je vais commencer avec Dominique Joseph, qui est militante et responsable mutualiste, puisqu'on parlait aussi de défiance à l'égard des politiques, du jeu démocratique qui s'est accentué au risque de mettre en péril notre démocratie. C'est à vous. Bonsoir. Mais permettez-moi quand même, au nom de mes collègues, d'avoir une pensée ou des pensées solidaires pour le peuple ukrainien, et surtout leur faire part de tout notre soutien. Et je rajouterai à tous les peuples qui sont privés de démocratie, puisque c'est le sujet de notre débat. Et ma question, elle va être simple. Au sein de notre démocratie, alors j'espère guérie, mais moi que je ne considère pas comme complètement malade, quelle place votre candidat accordera-t-il au Conseil économique, social et environnemental et à la participation citoyenne ? Merci de votre question. J'en profite, puisque vous avez évoqué ce sujet fondamental et d'actualité, pour dire évidemment que nous condamnons avec la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Éric Zemmour l'a fait de manière très solennelle dans une déclaration en fin de matinée, l'intervention militaire russe sur le sol ukrainien. Et nous exprimons évidemment notre solidarité avec le peuple ukrainien qui souffre déjà et qui risque de souffrir dans les jours ou les semaines à venir. On peut, pour évoquer très brièvement cette question, on peut aussi regretter que les accords de Minsk n'aient pas été respectés et que les institutions européennes n'aient pas été capables ni de se faire respecter, ni de se faire entendre au cours des dernières années. Et on voit bien que les sanctions prises depuis 2014 contre la Russie n'ont pas été une réponse efficace à la situation là-bas. Et sur la question qui a été posée. Pour évoquer la question que vous évoquez, eh bien, une institution comme le Conseil économique et social et environnemental, vous le savez, et c'est vrai aussi des Césaires dans les régions, eh bien, est souvent perçue comme des institutions inutiles. Je le dis non pas en prenant à mon compte cette critique, mais parce qu'il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, lorsque l'argent public est rare, lorsqu'on a 47% de prélèvements obligatoires, eh bien, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ont le sentiment que l'action publique coûte très cher. Et par conséquent, des instances qui sont de nature consultative, je ne conteste pas la réalité du travail qui est effectué, et je le vois d'ailleurs très concrètement, encore une fois, à l'échelle régionale, eh bien, ces instances-là peuvent sembler superflues. Moi, je ne dis pas qu'elles sont superflues. Je pense en effet qu'il est important aussi, indépendamment des assemblées délibérantes, qui ont un rôle de décision, et des exécutifs qui ont un rôle de mise en œuvre de l'action publique, eh bien, il n'est pas forcément superflu qu'il y ait aussi des instances qui soient de réflexion et de prospective. Il faut simplement être attentif pour que ce soit efficace, pour que les Français aient le sentiment de s'y retrouver, eh bien, que ces institutions, elles soient réellement représentatives, qu'ils n'aient pas le sentiment d'un entre-soi. Et c'est souvent, je ne formule pas cette critique à l'égard du CESE, mais d'une manière générale, on multiplie les commissions, les initiatives diverses et variées à tous les étages de l'action publique. C'est vrai dans les communes, c'est vrai dans les départements, c'est vrai dans les régions, c'est vrai à l'échelle nationale et même européenne. Et souvent, eh bien, nos compatriotes se disent, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que l'argent public ne pourrait pas être mieux utilisé? Alors justement, Majid Al-Jaroui avait une question sur l'avenir du CESE. Oui, bonjour. Oui, en effet, historiquement, vous faites partie d'un mouvement politique qui a plutôt prôné la suppression du CESE pour le remplacer par une autre forme de dialogue avec d'autres organisations et d'autres corporations. Pétain, puisqu'il est assez populaire dans votre mouvement lui-même, avait été l'artisan de la suppression du CESE en 1940. Alors, sans préjuger d'une meilleure aucune, l'opinion de votre candidat
même s'il y a quelques indices qui me font penser à certaines choses, puisque, en effet, vous avez noté son absence, aujourd'hui face à la 3e chambre de l'État, tout de même. Si jamais il n'y avait plus de CESE, comment vous envisagez le dialogue avec la société civile qu'on représente, avec les corps intermédiaires, et ce dialogue nécessaire et important afin que toute la France, dans toute sa diversité, puisse participer à l'effort de réforme et de transformation nécessaire à notre pays. Les corps intermédiaires, on le rappelle, les syndicats, ce sont les syndicats, pour les téléspectateurs, les entrepreneurs également, les entreprises et aussi les bénévoles qui travaillent dans les associations. Cher monsieur, je vais vous le dire sans aucune animosité personnelle, mais je trouve votre question profondément déplacée et insultante. Et d'une insigne médiocrité, pour dire les choses simplement. Pourquoi? Parce que lorsque vous évoquez la figure du maréchal Pétain qui serait prétendument populaire dans notre mouvement, je vous rappelle quand même que le président de notre mouvement Reconquête, le candidat à l'élection présidentielle que je soutiens, Éric Zemmour, eh bien sa famille a été victime, comme tant d'autres malheureusement, des lois de Vichy. Donc vous devriez rester à votre place, poser les questions qui concernent vos domaines de compétences et ne pas intervenir de manière polémique dans un débat politique dans lequel vous n'avez pas une légitimité particulière à intervenir. Il y a une légitimité à parler en tant que citoyen, oui, bien sûr, Éric Zemmour a eu des prises de position. Comme citoyen, j'accepte volontiers la la question. Vous savez, les corps intermédiaires, personne n'en est propriétaire. Donc bien sûr que le CESE représente en partie certains corps intermédiaires, incontestablement, et c'est pour ça que je suis heureux de venir discourir devant vous. Mais vous savez, moi, dans mon action publique d'élu, Éric Zemmour, dans les rencontres qu'il fait avec les Français partout au quotidien, eh bien, il rencontre évidemment des Françaises et des Français qui sont autant représentatifs que vous. Je le dis très simplement. Des médecins, des avocats, des ouvriers, des commerçants, des responsables d'associations, et souvent d'ailleurs d'associations qui font une action admirable avec des moyens très réduits, qui ne sont pas des associations lourdement subventionnées. Donc personne n'est propriétaire de la représentation des corps intermédiaires. On est en démocratie, il y a ceux qui disposent du suffrage universel et qui en tirent une légitimité. Et encore, il faut être modeste parce elle est temporaire, c'est le temps de la durée d'un mandat, et on n'est pas propriétaire d'un mandat, bien sûr. Mais ensuite, le dialogue avec l'ensemble des Français, il doit être préservé. Et quand j'évoquais en préambule la question du mouvement des Gilets jaunes, c'est justement pour rappeler qu'il ne faudrait pas que des institutions bien installées dans le confort de la République veuillent systématiquement, parler à la place et au nom des Français. Ce serait assez malsain. Donc respectons l'ensemble des institutions qui existent, essayons de faire un travail qui tienne compte des préoccupations de nos compatriotes. Les préoccupations de nos compatriotes, elles sont de différents ordres. C'est évidemment le pouvoir d'achat, qui est une question absolument majeure et urgente. C'est la question de l'identité et de la sécurité, qui est à la fois des questions urgentes et importantes. Et c'est sur ces sujets-là que dans ce débat présidentiel, il faut apporter des réponses les plus concrètes possibles. Sur les mouvements citoyens, c'est une forme de démocratie directe, par exemple la colère qui s'exprime sur les ronds-points. C'est comme ça que vous le voyez, vous l'entendez? Ah non, mais la démocratie directe, cher monsieur, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est quand même des processus où nos compatriotes ont la possibilité de s'exprimer par les urnes. La colère qui s'exprime sur les ronds-points, il faut être capable de l'entendre. Il ne faut pas la mépriser. Il y a une colère de la rue. Je sais que M. Castaner va venir parler quelques instants après moi. Mais il faut l'entendre et y répondre. Et moi, j'aimerais savoir comment vous y répondez. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a exprimé beaucoup de mépris à l'égard de cette colère des ronds-points que vous évoquez. Je pense qu'il faut l'entendre. Mais je pense qu'on n'aurait pas des mouvements de rue et une colère qui s'exprime parfois très vivement si on avait justement proposer aux Français de s'exprimer sur un certain nombre de sujets fondamentaux par référendum. Si on le faisait régulièrement. Rendez-vous compte quand même que depuis le regroupement familial en 1976, la France connaît une immigration de masse qui aujourd'hui représente 400 000 entrées légales par an. 400 000 entrées légales par an avec des conséquences sur notre sécurité, sur notre économie, sur notre identité. Jamais les Français ont pu s'exprimer par référendum, ni sur ces flux migratoires, ni sur la question de l'accès à la nationalité, ni sur les pays, le choix des pays dont sont issues ces personnes. Ça pose évidemment un problème majeur, ça pose un problème démocratique. Marie-Claire Martel a une question à vous poser. Elle est responsable bénévole dans une association culturelle. C'est à vous. Merci, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Zemmour a beaucoup parlé de culture. Augmenterez-vous le budget de la culture et comment allez-vous faire pour que la culture ne soit pas la variable d'ajustement du budget des ménages? Oui, c'est un sujet très important. Je pense que l'action publique doit consister à valoriser notre culture, notre patrimoine
il est immense. La France a la chance d'avoir un patrimoine culturel, architectural, artistique absolument magnifique qu'il faut préserver, embellir, transmettre. Ça, c'est la mission que nous avons, bien sûr. Je ne pense pas que ça passe nécessairement, d'ailleurs, par des politiques de subvention massive. Je ne suis pas sûr qu'il faille augmenter le budget de la culture. Il faut simplement permettre un accès populaire à la culture. Aujourd'hui, on voit bien le problème. Une bonne partie de l'activité culturelle se concentre dans les grands ensembles urbains. Et ceux qui sont éloignés de ces grands ensembles urbains, eh bien, de même qu'ils ont du mal à accéder aux services publics, de même qu'ils ont du mal souvent à accéder à l'emploi, de même qu'ils ont du mal à accéder à une offre scolaire, par exemple, pour leurs enfants suffisamment diversifiée, eh bien, de la même manière, ils ont du mal à accéder à la culture parce que, tout simplement, le cinéma, le théâtre sont parfois à quelques kilomètres et souvent à quelques dizaines de kilomètres de leur domicile. Donc, la République des territoires, c'est une question fondamentale. Ça veut dire plus de budget, alors, parce que pour faire déplacer des théâtres dans la ruralité, non, c'est pas le budget de subvention. C'est le pouvoir d'achat des ménages, c'est-à-dire permettre à nos compatriotes d'avoir accès à un certain nombre d'activités fondamentales, y compris les activités culturelles, et ça nécessite donc une vraie politique d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on a le problème d'un État qui est défaillant dans ses missions régaliennes et qui n'organise pas l'aménagement du territoire et l'attractivité des territoires, ce qui aboutit à une désertification rurale. Ça aboutit à une situation où les campagnes françaises, cette fameuse France périphérique, est un sentiment d'abandon qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment, qui est une réalité, la réalité d'un abandon. Pourquoi ? Parce que les infrastructures routières sont souvent insuffisantes, les infrastructures ferroviaires sont insuffisantes et surtout les dessertes ferroviaires, même quand les infrastructures existent, eh bien, sont supprimées progressivement. Et finalement, eh bien, lorsqu'il n'y a plus de familles qui s'installent, lorsqu'il n'y a plus de commerce et lorsqu'il n'y a plus d'activité économique, y compris industrielle, eh bien, ce sont des territoires qui meurent. Et ça, c'est un des défis majeurs, c'est le rééquilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Il faut arrêter de concentrer l'essentiel de l'argent public à des fins parfois un peu de communication, il faut bien le dire, dans les grands ensembles urbains, dans les grandes métropoles, au détriment des campagnes françaises qui constituent pourtant une richesse absolument fabuleuse. Marie-Claire Martel, est-ce que la réponse ou Oui. rien, une autre question? Oui. Pour nous, la culture, c'est un facteur de cohésion et c'est ça qui nous préoccupe. Elle permet à la fois de se cultiver soi-même, de construire son identité au fil des rencontres artistiques tout au long de notre vie, mais elle permet aussi de nous constituer tous ensemble en société. Et la culture, c'est pas seulement un enfermement dans des racines, mais c'est aussi un partage des ressources culturelles. Alors, les cultures régionales, internationales, auront-elles encore le droit de citer ? Les langues régionales auront-elles encore le droit de citer ? Pourrons-nous encore voir du hip-hop et même du hip-hop à l'opéra sur une musique de Rameau ? Pourrons-nous encore entendre du Brecht, y compris sur les scènes publiques ? Voir de l'art contemporain dans les rues ? Voir du théâtre dans la rue ? Ou pratiquer le oud, les percussions balinaises ou la danse indienne aux côtés de nos instruments traditionnels dans les conservatoires ? D'abord, rassurez-vous, tout ça sera évidemment toujours autorisé si Éric Zemmour est président de la République. Mais ce qui est important, c'est que je crois plus on connaît et on valorise sa propre culture, plus on est à même de respecter, de connaître et de valoriser la culture des autres nations ou des autres civilisations. C'est-à-dire que ça n'est pas exclusif. Mais justement, je pense que c'est l'affirmation de notre propre identité qui nous permet justement de respecter, de préserver, de défendre l'identité des autres. C'est pas dans la dilution et dans l'uniformisation qu'on respectera les autres cultures. En réalité, c'est parce que nous sommes conscients de ce que nous sommes, de notre civilisation, et on a un trésor culturel absolument fabuleux en France et dans les nations européennes, ça doit nous inciter, bien sûr, à une grande ouverture qui est naturelle. La France est un pays naturellement tourné vers le reste du monde, mais je crois que quand on défend sa propre identité, c'est justement parce qu'on reconnaît aux autres le droit de défendre également leur identité. Et par conséquent, quand on défend la culture française, parce qu'il existe une culture française, contrairement à ce qu'avait affirmé de manière au mieux maladroite, au pire tout à fait scandaleuse Emmanuel Macron, c'est justement pour ça qu'on respecte les autres cultures. Mais elles sont pas, il n'y a pas d'indifférenciation entre les cultures. Justement, si on veut préserver les cultures, il faut accepter qu'elles soient en effet différentes. Pardon. C'est un mélange. Il n'y aurait pas ce palais d'Iéna, il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu l'art égyptien, par exemple. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que nous sommes très attachés à la création culturelle. Il y a une question qui est
que vous n'avez pas exprimée tout à fait comme ça, mais qui est sous-jacente de votre propos, c'est la question de l'action publique, de la subvention publique. Souvent, elle peut rapidement devenir un frein à la créativité, en réalité. Il faut créer les conditions favorables pour que les artistes s'expriment, mais ce n'est pas en généralisant les subventions massives, en plaçant sous perfusion d'argent public un certain nombre d'initiatives parfois marginales, eh bien qu'on contribue au développement culturel. Je pense que les initiatives culturelles doivent rencontrer leur public. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de les aider à s'exprimer et à rencontrer leur public, mais l'État ne doit pas être présent partout avec... Souvent, lorsqu'on distribue des subventions, eh bien, derrière, ce sont des choix politiques. Il faut éviter de politiser la culture. C'est ce qu'a fait la gauche dans notre pays pendant des décennies et ça a eu beaucoup de conséquences négatives. Concernant la culture, dernière question, Nicolas Bay, le système de l'intermittence, qui est un système qui s'équilibre, stop ou encore? Ce qui est vrai, c'est que c'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a, dans les activités culturelles, événementielles, etc., il y a des secteurs très divers avec des contraintes techniques également assez diverses. Le système des intermittents de façon générale a sans doute un certain nombre d'avantages. Il faut faire en sorte qu'il s'équilibre. En effet, c'est ça l'enjeu. Le véritable enjeu. C'est à peu près le cas et longtemps, ça n'a pas été le cas. Mais c'est le cas. Mais, aujourd'hui, c'est le cas. Mais ce qui est important, c'est que... Alors, stop ou encore pour dire les choses simplement, il ne faut pas que l'ensemble de la collectivité nationale ait à supporter le déficit mais éventuel. C'est pas le cas, non, mais Nicolas Bay. C'est pas le cas. Mais c'est terminé. Juste stop ou Justement, encore? je suis en train de vous dire que longtemps, ce système a été déséquilibré. Non. À ma connaissance... Dans le présent, Nicolas Bay, stop ou encore les intermittents? Non, mais il ne s'agit pas de dire stop. Il s'agit de faire en sorte que tous les mécanismes de mutualisation et de solidarité, que ce soit l'assurance chômage dans certains secteurs ou d'ailleurs les caisses de retraite, eh bien, soient équilibrés, que ce ne soit pas la collectivité nationale qui supporte les déséquilibres générés par une catégorie ou une profession. Voilà. C'est pas le cas. J'aurais pas la réponse. C'est ce que je vous dis. C'est pas grave. Dominique Joseph qui avait aussi une question, militante, responsable, mutualiste, en matière de transition précisément. C'est à vous. Oui, je vais vous poser une question sur la transition écologique, mais quand même, en amont, je voudrais vous rassurer. Je me permets, c'est-à-dire que non, les organisations de la société civile ne parlent pas à la place des citoyens. La preuve en est, c'est notre Conseil économique, social et environnemental qui, dans sa mission et dans ses travaux, associe des citoyens. Vous en aurez la preuve sous peu, mais je tenais quand même à apporter ce petit complément d'information et puisque nous pouvons aussi nous saisir de pétitions, nous avons organisé sous différentes formes d'ailleurs la participation des citoyens. Voilà, c'est juste un petit point que je souhaitais quand même rajouter à notre partage et à notre débat. Et maintenant, je vais venir sur un avis que nous avons rendu ici en 2019, donc il n'est pas très vieux, sur fracture et transition, comment réconcilier la France. Et ma question est la suivante. Quelle réponse serait apportée par votre candidat à l'urgence d'une transition écologique juste et tout en respectant les principes démocratiques indispensables pour une société réconciliée? Merci de votre question. C'est un sujet qui est immense. Aujourd'hui, la France et les pays européens sont les plus exigeants et les plus vertueux au monde en matière de normes environnementales, notamment pour les activités économiques et industrielles ou agricoles et notamment en particulier l'émission de gaz à effet de serre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire mieux, mais il faut mettre les choses en perspective et ce n'est pas parce qu'on applique des normes encore plus exigeantes à l'échelle française ou européenne, puisque l'essentiel de ces normes aujourd'hui sont plutôt définies à l'échelle européenne, que pour autant les autres grands ensembles avec lesquels nous sommes en compétition économique nous imiteront. Ils risquent au contraire, et c'est déjà le cas aujourd'hui, de profiter de coûts supplémentaires pour nos acteurs économiques pour créer une concurrence déloyale. Donc si on a un niveau très exigeant de normes, qu'elles soient d'ailleurs environnementales, mais c'est vrai aussi pour les normes sociales et sanitaires, eh bien, il faut également être capable de protéger notre marché. Et on ne peut pas à la fois multiplier les accords de libre-échange avec le monde entier sans aucun contrôle et dans le même temps avoir des normes et des coûts pour nos entreprises qui sont chaque jour plus élevés. Parce qu'à ce moment-là, on va tuer demain notre agriculture, par exemple, comme on a tué hier notre industrie. Et je pense que les conséquences sont évidemment dramatiques. Donc il faut garder ça à l'esprit. Bien sûr que nous avons la responsabilité
et c'est une responsabilité fondamentale de respecter la nature, de la protéger, de la valoriser et de la transmettre aux générations à venir. Mais évidemment, dans le jeu de la compétition économique mondiale, eh bien, il ne faut pas en permanence s'infliger des boulets que les autres grands ensembles ne s'infligent pas. Voilà, parce que sinon, eh bien, c'est notre économie qui en pâtira directement. Je pense que derrière la question que vous posez, il y a la question de l'énergie qui est fondamentale, bien sûr, parce que l'accès à l'énergie, une énergie pas chère et propre, eh bien, c'est aussi ce qui permet de préserver l'environnement. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour défend une augmentation, une part importante en tout cas, du nucléaire dans notre production électrique, parce que c'est une énergie qui n'est pas chère et qui est presque totalement décarbonée. Je suis frappé de voir ceux qui prétendent représenter l'écologie en politique depuis des décennies avoir fait une guerre permanente à l'énergie nucléaire et défendre aujourd'hui, par exemple, les éoliennes, qui sont une énergie à la fois intermittente, coûteuse, qui a un impact néfaste sur nos paysages, qui a sans doute des conséquences sur la santé, notamment des animaux dans les campagnes, et également des conséquences en termes d'artificialisation des sols. Il y a un certain nombre d'écueils dans les nouvelles énergies. L'éolien en fait partie, donc nous proposons un moratoire sur l'éolien. Et évidemment, dans le mix énergétique de demain, il faut développer d'autres énergies, l'hydrogène, l'hydrolien, etc. Je donnais la parole plutôt à une citoyenne qui a une question à vous poser, Muriel De Sander, qui n'est pas conseillère ici au CESE, mais qui est associée aux travaux de ce conseil. C'est à vous, Muriel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Pensez-vous que le vote électronique pourrait être institué afin d'inciter principalement les jeunes qui ont grandi à l'ère du numérique à voter depuis leur portable ou leur téléphone? C'est une vraie ou leur ordinateur, excusez-moi. C'est une vraie réflexion qu'on peut avoir. Certains ont défendu il y a quelques mois l'idée du vote par correspondance comme réponse à l'abstention. Quand on voit que dans les pays où il existe, il est souvent la cause de fraude ou de soupçon de fraude, je pense qu'il faut rester assez prudent. Vous voulez parler des États-Unis ? Pas spécialement, mais notamment. C'est vrai que les contestations, par exemple, d'élections aux États-Unis sont récurrentes presque à chaque élection, à cause notamment du vote par correspondance. Donald Trump, justement, avait accusé oui, mais Joe pas Biden seulement, de vous savez, fraude. entre Al Gore et Bush et tout, il y en a eu presque à chaque élection américaine. Ça n'a pas été Il y a un sujet, ça n'a pas été en partie prouvé, sur le vote par correspondance. Mais le vote électronique, c'est différent. Toute la question, c'est la sécurisation de ces procédures électroniques et numériques. C'est-à-dire que si on a demain, d'une manière certaine, des mécanismes, des méthodes de vote électronique parfaitement fiables et parfaitement incontestables, eh bien peut-être qu'il faudra se tourner vers ce procédé qui permettrait d'éviter d'avoir des bulletins de vote papier, etc. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'en réalité c'est assez compliqué, puisque derrière tout ça, il y a les risques de guerre informatique et de contestation ensuite des résultats du scrutin. Donc je pense que la prudence aujourd'hui, c'est plutôt de maintenir notre dispositif actuel et surtout d'inciter les Français à aller voter, parce qu'on peut toujours s'attaquer aux conséquences et dire, bon, puisque les Français n'ont plus envie d'aller voter, puisque beaucoup se détournent des urnes, on va essayer de leur faciliter au maximum la tâche. Et donc, évidemment, c'est plus facile de voter en un clic derrière son ordinateur que d'aller de faire quelques centaines de mètres pour se rendre au bureau de vote. La question qu'on a intérêt à se poser, c'est pas tout à fait celle-là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Français aient à nouveau envie d'aller voter et d'y passer quelques minutes. Voilà. Et je pense que si nos compatriotes sont motivés à aller voter parce qu'ils ont le sentiment que leur vote peut changer les choses, eh bien à ce moment-là, je pense que les quelques minutes qu'ils doivent y consacrer ne constitueront pas un obstacle. Muriel avait une deuxième question à vous poser, justement, sur le droit de vote. Oui. Seriez-vous favorable au vote dès 16 ans? Je crois qu'il faut être cohérent. Puisque la majorité est à 18 ans, eh bien, il est logique que les droits et les devoirs liés à la majorité et à la citoyenneté, eh bien, soient appliqués uniformément au même âge. Lorsque vous êtes mineur, vos parents vous êtes sous la responsabilité de vos parents sur le plan civil, sur le plan pénal, sur le plan administratif. Donc il n'y a pas de raison que sur le plan électoral, eh bien, vous soyez indépendant. Donc il peut y avoir une réflexion là-dessus. Moi, je pense que je ne crois pas. Nous n'avons pas eu l'occasion dans cette campagne présidentielle d'évoquer cette question précisément. Le seuil à 18 ans avait déjà été ramené de 21 à 18 ans il y a maintenant quelques décennies, à l'époque sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. L'abaisser, je ne pense pas que ce soit nécessairement de nature à inciter les jeunes à s'intéresser plus jeunes à la vie civique. Je
pense qu'il y a un âge à partir duquel on acquiert une forme d'autonomie professionnelle, même si à 18 ans, ce n'est pas encore toujours le cas, et on atteint un niveau de maturité qui permet d'apprécier les enjeux et les défis en tant que citoyen. Abaisser cet âge, ça peut être un peu imprudent. Voilà, Éric Zemmour ne s'est pas exprimé publiquement sur cette question. Moi, à titre personnel, c'est plutôt ma sensibilité. Je considère que la citoyenneté à 18 ans, la majorité à 18 ans et donc le droit de vote à 18 ans doivent être préservés. Donc voilà, pas de vote électronique et pas de vote dès 16 ans. Comme ça, c'est clair. J'avais une question concernant les jeunes. L'Institut Montaigne nous dit clairement plus de 40% des jeunes n'arrivent pas à se situer sur l'échiquier politique. Ils prennent la moitié de ces jeunes, pas sûrs d'aller voter. Comment vous faites pour leur dire allez voter pour moi, allez voter pour mon candidat, allez aux urnes, quitte à voter blanc? Moi, je leur dis d'abord qu'il faut qu'ils votent pour ceux qui n'ont pas déjà été au pouvoir et qui ne les ont pas déjà travaillé et qui n'ont pas déjà échoué. Donc Éric Zemmour. Moi, écoutez, en l'occurrence, ce n'est pas un secret. Je soutiens la candidature d'Éric Zemmour. Je pense que son projet est le bon projet pour la France et pour les Français. Mais il est certain que si nos compatriotes s'enferment entre les candidats de gauche, la candidate des Républicains, qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, ils risquent d'être à nouveau déçus par les résultats des politiques menées. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation du pays est suffisamment grave pour sortir des sentiers battus et faire confiance à ceux qui ont exprimé avec lucidité et clarté, souvent depuis des décennies, les enjeux majeurs qui sont face à nous. Voilà. Je pense que, bien sûr, qu'on a désigné, élire des personnes qui n'ont pas déjà exercé le pouvoir. Ça peut être perçu par certains de nos compatriotes comme une part de risque, en quelque sorte, mais choisir ceux qui ont fait preuve de clairvoyance quand la majorité et la quasi-unanimité de la classe politique a fait preuve de cécité sur un certain nombre de sujets fondamentaux, eh bien, choisir ceux qui ont été lucides, c'est peut-être quand même une bonne chose. Votre candidat qui exprime les enjeux majeurs, c'est ce que vous dites. Il y a aussi la façon de les dire. Majid El-Jaroudi avait une question à vous poser, puisque une étude réalisée par la sémiologue Cécile Alduy sur les prises de parole de votre candidat nous dit clairement que les 3 mots les plus utilisés par Éric Zemmour, c'est France, homme, guerre et race. Oui, alors déjà d'une part, je vais essayer de suivre votre conseil gentiment donné, rester à ma place. Et donc vous posez une question et j'espère que cette fois-ci vous arriverez à y répondre, puisque la première, j'ai plus eu ma réponse, mais elle sera plus simple celle-ci. On fait partie de la même génération, une génération qui n'a pas connu la guerre. On n'a pas connu les bruits de bottes dans nos rues, on n'a pas connu les bombardements de nos foyers, et c'est malheureusement l'actualité. Pourtant, comme ça vient d'être rappelé, le vocabulaire guerrier est très présent chez votre candidat. Donc on parle de guerre, on parle de mort, on parle d'affrontement, on parle d'invasion, on parle de menace, on parle même de remplacement. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez été victime de cette sémantique, puisqu'on vous a accusé d'espionnage pour le compte de l'ennemi, on vous a qualifié de traître qui a changé d'allégeance pour changer de faction. Donc cette violence verbale que vous avez manifestée tout à l'heure aussi. Rapidement, il nous reste 1 minute. Alors très rapidement, dommage que j'ai pas plus de temps, mais à un moment où notre pays est très divisé, à un moment où on a certains de nos compatriotes qui sont excités par les réseaux, excités par des sots et qui cherchent l'affrontement, comment, si vous êtes élu, vous pouvez garantir que la France demeure cette république indivisible? Il vous reste 30 secondes. Eh bien, je vous réponds très rapidement, justement en faisant preuve de lucidité. C'est parce qu'on laisse faire. C'est le laisser faire et le laisser aller qui aboutit aux situations de conflit que vous décrivez. Vous avez raison. Aujourd'hui, il y a des fractures extrêmement profondes. Ce n'est pas Éric Zemmour qui les a créées, les fractures extrêmement profondes. Sur la sémantique Ce sont les gouvernements successifs. C'est la question sur la sémantique qu'il emploie. Est-ce que ça non, permet de mais pacifier je vois pas le pays? je ne sais pas à quoi il fait référence quand Éric Zemmour dit il y a un risque majeur aujourd'hui d'affrontement. Il n'est pas le premier à le dire. Gérard Collomb, qui a peut-être plus vos suffrages qu'Éric Zemmour, semble-t-il, eh bien Gérard Collomb, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, eh bien il a dit le risque, c'est que demain on soit plus côte à côte, mais face à face. Donc ce risque, il est aujourd'hui absolument majeur dans notre pays. L'immigration de masse a généré un communautarisme sur notre sol. Et aujourd'hui, l'affirmation de notre identité, le refus du laxisme en matière migratoire et en matière de sécurité, c'est le meilleur moyen de défendre et de préserver les Français et d'assurer l'apaisement. On n'a plus le temps. Merci infiniment. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Nicolas Bas, vice-président de Reconquête, d'avoir été avec nous sur France Info. Vous restez bien sûr avec nous. On continue.